Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 080. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Mark Griffin, un ancien joueur de baseball pour les Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal. Depuis sa retraite sportive, le Québécois s'est impliqué dans plusieurs projets, dont comme analyste de baseball depuis 2011 pour le Réseau des sports, ainsi qu'en fondant avec sa femme les éditions Flic Flac, qui rédigent des livres pour enfants. L'Olympien a également été élu au Temple de la renommée de Baseball Québec en novembre 2017, en plus d'avoir lancé son livre Griffin 26 en mars 2019. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mark Griffin. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté ma demande. Alors, tout d'abord, on va retourner un peu en arrière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au baseball, puis quel a été ton parcours dans cette discipline? OK, écoutez, moi, je suis le 4e de 4 garçons. Alors, vous comprendrez que c'était une famille de sportifs. Alors, l'été, on joue au baseball, l'été, on joue au hockey. Alors, j'ai été introduit à ces sports-là à un très jeune âge. Et rapidement, j'ai tombé en amour avec ces sports-là. C'est-à-dire que j'adorais les pratiquer, j'adorais jouer dehors avec mes amis à ce niveau-là. Et de fil en aiguille, évidemment, je me suis amélioré. J'avais vraiment une passion. Je suivais ça beaucoup. Là. Je suivais moi, je viens de la région de Québec, fait que je suivais beaucoup les Nordiques, je suivais beaucoup les expos à la radio. Et au fil du temps, je me suis amélioré. Puis je suis devenu un joueur où j'ai attiré l'attention un peu plus au baseball. Et à un moment donné, il y a des gens qui m'ont vu jouer, qui m'ont fait confiance, qui m'ont invité à aller participer à des différents camps d'entraînement, qui me faisaient me comparer, en fait, aux meilleurs de la province, aux meilleurs du pays, puis par la suite participer à des championnats du monde. Alors, finalement, je me suis retrouvé à jouer pour l'équipe olympique canadienne et éventuellement signer un contrat professionnel avec les Dodgers de Los Angeles. En 30 secondes, là, je vous résume à peu près c'est quoi, mais c'était d'un très jeune âge que je suis un passionné de baseball. Et c'était un rêve à moi de porter l'uniforme des Expos, de jouer au Stade olympique à l'époque que les Expos jouaient là. Et j'ai réussi là, à réaliser ces rêves-là en quelque sorte. Donc, ça a été de très, très bons moments. Puis, au cours de ta carrière, tu as gravi les échelons, mais il est certainement arrivé certaines périodes où ça a été plus difficile. Quel serait, selon toi, ton plus grand défi que tu as eu à faire face dans ta carrière? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite des choses? C'est une excellente question parce que, en fait, j'étais un passionné lorsque j'étais jeune, mais je n'étais pas le meilleur. Je faisais pas les équipes 2 lettres, mais j'aimais ça, puis je travaillais fort. Puis à un moment donné, à l'âge de 15 ans, j'ai finalement fait une équipe 2 lettres. Alors, je me suis dit, je l'ai fait par acharnement, évidemment. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen de réussir dans la vie que de se concentrer, mais surtout de travailler. C'est dur de battre quelqu'un qui travaille plus fort que toi. C'est une phrase que j'ai toujours retenue. Puis là, je me suis dit, ça ne tombera pas dans mon côté. Moi, je vais travailler plus fort que l'autre. Et c'est un peu ce qui est arrivé parce que, effectivement, lorsque je suis rentré dans le baseball professionnel, ça devient ton emploi. C'est bien beau jouer dans le sport amateur, puis d'exceller, puis de gagner des prix, mais lorsque ça devient ton emploi, évidemment, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Et donc, inévitablement, on tombe dans des passages à vide qu'on appelle, où ça devient un peu plus difficile. Puis pendant ce temps-là, le joueur qui veut ton
qui veut ton poste, ben lui va bien, alors on se met toutes sortes de pressions. Et c'est vraiment pas facile à ce niveau-là. Mais il y a deux choses qui me faisaient revenir, qui m'aidaient à m'en sortir souvent, c'est de revenir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir à jouer. Et avoir du plaisir à jouer, ben soudainement, on devient un peu plus calme, un peu plus réaliste vis-à-vis la pression qu'on se met. Et évidemment, l'acharnement de travailler fort, c'est-à-dire de trouver des moyens mécaniquement pour s'en sortir. C'est la vie dans le baseball professionnel ou dans n'importe quel sport. Évidemment, c'est ça, c'est des obstacles. C'est pas une belle autoroute qui s'en va en ligne droite. Et je pense qu'il faut juste l'accepter. Et là, si on accepte ça puis qu'on décide de passer à autre chose rapidement, c'est fou, là, mais l'élément positif qu'on peut rechercher souvent, tu sais, au baseball, on échoue 7 fois sur 10 puis on est bon. Parce qu'on a réussi 3 coups sûrs en 10, on fait pas 300. Alors, échouer fait partie intégrante de la vie d'un joueur de baseball. C'est pas nécessairement d'accepter l'échec, oui, il faut que tu le fasses, mais c'est surtout de regarder les bons côtés. Et si on s'accroche aux bons côtés, honnêtement, on réussit à s'en sortir puis passer au travers, puis effectivement être en mesure non seulement de faire du baseball professionnel, mais de rester dans le baseball professionnel parce que c'est pas difficile, c'est pas de l'atteindre, c'est d'y rester. Disputé quand même plusieurs saisons au niveau du baseball professionnel. Est-ce que ça a été difficile pour toi par la suite de penser plutôt à ton après-carrière et vraiment mettre un trait sur le baseball professionnel? Donc, comment tu as vécu cette transition qui est quand même vraiment difficile pour tous les athlètes, en fait, de différentes disciplines du jour au lendemain? C'est ça, de laisser de côté vraiment le côté un peu plus sportif. En fait, une chose que j'ai réalisée, c'est que je sais que la meilleure façon de faire, c'est d'avoir une carrière, d'avoir un plan B, puis de toujours être prêt à. Par contre, moi, j'adhère pas nécessairement à cette philosophie-là, c'est-à-dire que la journée que j'ai commencé à penser à un plan B, le plan A se terminait. C'est-à-dire que quand tu es joueur de baseball, en tout cas, je vais parler pour moi, là, quand tu es joueur de baseball, il faut que ton focus soit à 100% sur la tâche. 100%, c'est tellement difficile de performer, d'être à la hauteur dans ce sport-là, que si moindrement que mes pensées sont « OK, ben là, ça va pas bien, peut-être que je devrais penser à… » c'est terminé. C'est terminé, on peut plus avancer. Et alors moi, je suis pour que l'athlète focus à 100% sur sa carrière. Puis une fois que sa carrière est terminée, évidemment, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs au fil de ma carrière. Il y en a plusieurs qui m'ont influencé. En fait, je me rappelle de tous et chacun, des fois pour des bonnes, des fois pour des mauvaises raisons, mais je m'en rappelle quand même bien. Mais un des entraîneurs m'avait dit, à un moment donné, je pensais d'être coupé de l'équipe canadienne junior et il m'avait dit, tu sais, mon garçon, il dit, il faut que tu apprennes à exploiter tes forces dans la vie. Tes forces t'amènent toujours au-dessus de tout. Si tu t'envoies un camp d'entraînement puis tu as 150 joueurs, puis on a juste un numéro dans le 2, comment on va faire pour se démarquer? Ben, tu vas avec tes forces. Alors, si tu cours vite, il faut que tout le monde sache que tu cours vite. Si tu as un bon bras, il faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Trouve le moyen pour que ces gens-là sachent c'est quoi tes forces. Quand est venu le temps de passer à une deuxième carrière, donc à me retirer d'être un athlète professionnel, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Donc, quelles sont mes forces aujourd'hui? Alors, mes forces étaient, évidemment, bon, je connaissais le baseball, je dirais pas mieux que quiconque, mais certainement que je l'avais joué assez comme joueur de position pour en faire une carrière. Et ensuite, lorsque je faisais des entrevues comme joueur professionnel, souvent les journalistes ou les commentateurs ou les gens qui m'interviewaient me disaient « Tu t'exprimes bien, Marc, c'est le fun, c'est clair, c'est net, c'est précis. » Alors, mes deux forces étaient moi qui me débrouillais à expliquer mon sport puis à expliquer comment ça se jouait et évidemment les connaissances du sport. Donc, j'ai décidé de combiner un petit peu les deux et d'aller suivre, par contre, le cours à ProMédia à Montréal pour m'assurer là, que oui, j'ai des forces, mais maintenant, il faut que je sois capable d'être à la hauteur, d'être parmi les professionnels de ma profession. Et donc, de là est venu évidemment ce passage-là directement de joueur à commentateur baseball ou analyste baseball dès la saison suivante. Donc, pour moi, ça a été une transition qui n'a pas été facile parce que pendant 3 ou 4 ans, j'avais encore l'impression que j'étais un joueur, mais que j'étais devenu
évidemment un analyste baseball. Donc, lorsque j'allais voir des exercices, par exemple, ben, je me prenais encore pour un joueur, mais j'avais un veston et une cravate au lieu d'avoir un uniforme sur le dos. Donc, ça a été, je vous dirais, un de mes plus grands défis lorsque j'ai passé d'une carrière à l'autre. Puis, donc, tu parlais, c'est ça, de cet amour-là pour le domaine des médias. Qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, de ça? Parce que tu es encore aujourd'hui analyste baseball pour le réseau des sports. Donc, ça fait déjà pratiquement une vingtaine d'années, en fait, plus de 20 ans que tu es dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que tu aimes autant de ce milieu? Bien, il y a deux éléments que, pour moi, que c'est même pas un emploi, en fait. Là, c'est parce que c'est une passion. Moi, de parler de baseball, je suis passionné. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut partager, notre passion, on peut partager nos connaissances à qui veut l'entendre. C'est ça qui est le fun parmi les médias. C'est que moi, je me souviens toujours, mon premier contact avec les médias, c'était à la télévision 4 saisons, ça fait un petit bout de temps. Mais je me souviens toujours qu'on m'avait conseillé, bon, ben, regarde le Kodak, donc la caméra, puis assure-toi que c'est comme si tu es dans le salon chez vous, puis tu parles aux gens devant toi ou à la personne devant toi. Alors là, je fais ça, ça va super bien. Puis là, dès le lendemain, on me dit, ben, bon, on a eu 450 000 personnes qui nous ont regardés. Là, j'ai fait comme 450 000 personnes qui m'ont écouté parler. Fait que là, j'ai eu comme un petit frisson en disant, OK, il ne faut pas que je pense à ça, il ne faut pas que je pense que je suis devant 450 000 personnes, mais ça m'a permis de comprendre que mon message peut aller quand même assez loin. Et vous savez, la beauté, lorsqu'on est dans une carrière de joueur puis qu'on se retire après, selon moi, c'est de partager ce qu'on a vécu, c'est de partager nos connaissances, c'est de partager, évidemment, toute cette expérience-là. Alors, de me permettre de le faire, je dirais presque quotidiennement, mais certainement, en tout cas, de façon régulière, pour moi, je trouve ça bien, bien le fun. Puis, je me tanne pas après près de plus de 20 ans de le faire, de le partager. Il y a encore des choses que j'apprends de ce sport-là. Alors, c'est cette communication-là entre moi et, évidemment, l'auditoire qui me fascine et qui permet, évidemment, de toujours avoir cette même passion. Puis, en plus d'exercer ta passion dans les médias, tu as également lancé en 2011 avec ta femme les éditions Flic Flac, donc une édition qui fait des livres pour enfants. D'où est-ce que vient cette idée? Puis, comment s'est passé en fait tout ce processus-là entrepreneurial? Écoute, c'est une très bonne question. En fait, ma conjointe est dans le monde de l'enseignement, mais a toujours été... les livres ont toujours été cette passion pour elle, autant que moi, c'est le baseball. Et vous savez, je vous raconte ça rapidement, mais auparavant, j'avais lancé une entreprise avec Paul Delage-Roberge qui s'appelait Le Réseau, qui est un réseau d'affaires. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que les expos avaient malheureusement déménagé à Washington. Alors moi, j'avais appelé les actionnaires des expos de l'époque. Je leur disais, bon, ben écoutez, là, on a déménagé, est-ce qu'il y a moyen de nous aider? Pour faire une histoire courte, M. Robert, je m'avais dit, j'aimerais ça partir un réseau d'affaires. Je vois que tu t'exprimes bien, c'est le fun. Alors, je suis parti en affaires avec M. Roberge. Et c'était fascinant parce que, bon, tu apprends du côté entrepreneur ce que ça prend pour vivre, ce que ça prend pour réussir. Alors, j'ai appris à côté de quelqu'un qui a réussi dans la vie à ce niveau-là. Donc, pour ça, c'était fascinant. Force est d'admettre, par contre, que c'était pas nécessairement ce que je vis, par exemple, à la télévision aujourd'hui. Alors, on a fait un voyage, toute ma famille et moi, mes frères, ma conjointe, on a fait un voyage en Irlande. Et ma conjointe, on venait juste de partir cette maison d'édition-là et je voyais cette passion qu'elle avait dans les yeux, qu'elle voulait réussir, puis qu'elle voulait montrer à tout le monde que ça pouvait marcher, puis que les premières lectures, ben, il y avait des façons de faire intéressantes qui pourraient être développées. Alors, quand j'ai vu cette passion-là d'elle, ben, c'est là que j'ai décidé de retourner à la télévision pour, être passionné comme elle. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ça, c'est une maison d'édition qui va fêter ses 10 ans bientôt, où effectivement, on a parti très petit, mais aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de titres. On est en mesure d'aller dans les écoles, de faire beaucoup d'animation dans les écoles. C'est vraiment axé sur les premières lectures jusqu'au secondaire. Donc, on vise vraiment la clientèle, la jeune clientèle. Puis la lecture, ben on sait, parfois, il y a des défis derrière ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis d'aller dans les salons du livre, rencontrer les gens et tout ça. Donc,
moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est une belle ouverture. C'est complètement différent de ce que je fais, évidemment, à la télévision. C'est un autre aspect, mais de voir un jeune lire les livres qu'on a aidé à monter de toutes pièces, écoute, franchement, là, c'est très valorisant. Parce que tu as également lancé ton livre, donc ton autobiographie en mars 2019. Donc ça aussi, comment ça s'est passé, tout ce processus-là de création, le lancement, et là par la suite justement de voir les gens depuis plus d'1 an lire ton parcours? Ben, là, vous voyez un petit peu le lien, là, où on part une maison d'édition. Donc, c'est sûr que la lecture est fascinante. Et là, ben, je raconte souvent mon histoire. Lorsque j'étais petit, bon, j'étais pas le meilleur. J'ai réussi à passer au travail. J'ai réussi à réaliser des rêves. Alors, à chaque fois que je racontais mon histoire, il y a beaucoup de monde qui me disait, ça serait le fun que tu mettes ça sur papier, qu'on puisse la comprendre, la connaître et tout ça. Vous savez, moi, parler, j'ai pas de problème, on pourrait parler des heures de temps. Écrire, on me sort pas mal de ma zone de confort, par contre. Mais finalement, ma conjointe me dit, commence, écris dans tes moments libres, écris un peu comment tu voyais ça. Puis, moi, c'était important que ça soit raconté sous forme d'une histoire. C'est vraiment mon histoire. Si vous voulez pas que ce soit une autobiographie anecdotique, par exemple, ou bon, à telle date est arrivé telle chose, ça m'a permis de faire telle chose. Pas que c'est pas bon, c'est juste que ça me représente pas. Et je voulais pas avoir ma face sur la couverture, ça c'était un autre aspect. Je voulais que ça soit vraiment une histoire racontée, autant pour les jeunes, peut-être leur permettre de rêver et de croire en leurs rêves. Et pour les moins jeunes, ben, de vivre cette belle époque des expos de baseball à Montréal. Alors, je suis parti. Ça m'a pris 3 ans de partir, là, de comprendre ce que je voulais faire jusqu'à la production du livre. Ça a pris 3 ans. Je suis très, très, très content du résultat parce que c'est ce que je voulais raconter sous forme d'une histoire au présent. Donc, facile de lecture pour les plus jeunes. Lecture simple pour les plus vieux, mais ça raconte donc une histoire où il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans ça parce que, évidemment, tout ça se passe au Québec. Alors, je suis vraiment content. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que ça m'a permis d'aller dans les salons du livre, puis de rencontrer les gens, puis de connaître c'est quoi leur passion. Et vous savez, lorsqu'on va dans un salon du livre, puis même lorsqu'on parle de la maison d'édition ou de même mon livre, puis là, on voit les millions de livres qui se retrouvent sur les étagères, puis il y a des personnes qui viennent te voir toi, pour acheter ton livre parmi tous les millions de livres. Alors, à chaque vente que l'on fait, que ce soit la maison d'édition ou que ce soit mon livre, on est toujours très... c'est toujours un cadeau, ça, de savoir que les gens décident de prendre ton livre puis d'aller avec ça. Puis en même temps, ben, je vous avouerai que c'est une belle façon. J'ai 3 garçons. Là. Moi et ma conjointe, nous avons 3 garçons. Alors, de raconter mon histoire un peu parce qu'on est quand même très peu au Québec d'avoir réussi à percer le baseball professionnel. Je trouve que c'est un beau cadeau que je peux leur léguer, que l'histoire de leur père soit écrite de cette façon. Pour les prochaines années, est-ce que tu as d'autres projets en tête, que ce soit par rapport aux médias ou vraiment pour tout autre type de projet? Ben, écoutez, je me suis fait demander au moins 200-300 fois si j'allais écrire un tome 2 de mon livre, parce que mon livre s'arrête où je suis encore assez jeune. En fait, j'arrête à ma carrière de baseball. Les gens aimeraient justement connaître un petit peu plus le passage de joueur à commentateur, comment tout ça s'est fait. Alors, j'ai pas dit non encore, j'ai pas commencé, mais j'ai pas dit non à un projet de la sorte maintenant que je connais ce que ça prend. Évidemment, les prochains projets, c'est d'amener la maison d'édition à un autre niveau, ou de poursuivre dans tout ça. Bon, le retour des expos, j'aimerais y croire et je vous avouerai que si jamais il y a un retour, j'aimerais être impliqué évidemment dans l'organisation. Le baseball a été toute ma vie, puis j'ai fait de belles choses. Mais pour l'instant, ce que les médias m'offrent encore, de pouvoir partager ce que je partage, pour moi, ça me satisfait pleinement. J'ai 3 garçons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y en a un qui a déjà quitté la maison parce qu'il poursuit son rêve de jouer au baseball. Alors, là, je suis en train de m'organiser pour que mes jeunes vivent leur rêve. Alors, les projets, je vous dirais, d'un avenir assez rapproché là, à court et moyen terme, c'est d'aider mes gars à franchir d'autres étapes. Mais c'est sûr que c'est le baseball qui nous tient tous ensemble de cette façon-là.
C'est parfait. Merci beaucoup, Marc, pour ton temps. Pour terminer cette entrevue, je vais terminer avec juste quelques questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Écoute, c'est la question parce que c'est la chose la plus importante. C'est vraiment pas évident, mais je vous dirais ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il y a pas quelque chose, mais ce qui est toujours ressorti, c'est d'exploiter mes forces dans la vie. C'est vraiment ça que je retiens davantage. Il y a plein de choses dont on pourrait élaborer longtemps, mais c'est la chose qui m'a servi beaucoup, en tout cas, dans la discipline que j'ai eue, tout ça, c'est quelles sont mes forces aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça peut m'aider pour la suite des choses. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Ouf. C'est sûr que je vais en nommer deux parce que je ne suis pas capable d'en prendre un, mais d'entrer dans le stade olympique, c'est à Séoul, moi, en Corée. Je rêvais tout jeune d'aller aux Jeux olympiques. Donc, d'entrer dans le stade olympique avec une forme canadienne, si vous voulez, ça a été un moment tout à fait époustouflant. Mais je vous dirais que ma première présence au stade olympique, dans l'uniforme des Expos de Montréal, je ne peux pas battre ça. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Croire en lui. C'est aussi banal que ça, c'est d'aller au bout. Les rêves, parfois, semblent complètement fous, inatteignables. C'est pas vrai. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut retirer de plusieurs expériences de bien des gens, c'est d'y croire. De croire. Puis croire, ça ne veut pas dire que ça va aller parfaitement bien jusqu'au bout. Rapidement, là, moi, quand j'ai dit à mes parents, à un moment donné, ben moi, je veux jouer au baseball. Tu sais, le dernier avait été Claude Raymond, près de 25 ans auparavant. Il y avait à peu près pas de possibilité dans le baseball, mais j'ai dit non, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aller jusqu'au bout. Fait que j'ai réussi à aller aux Jeux olympiques, j'ai réussi à jouer dans l'organisation des expos, j'ai joué dans l'organisation des Dodgers de Los Angeles. J'en ai fait une carrière média maintenant depuis des années. Ce que je veux dire, c'est faut croire en ses rêves, puis vraiment aller au bout de ses rêves. Puis aller au bout de ses rêves, c'est pas la même, on n'a pas le même bout, moi et toi, par exemple, mais il faut aller chacun au bout de ses rêves. Puis honnêtement, les gens peuvent être surpris de ce que ça peut donner. Mais c'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, c'était vraiment très, très apprécié. Merci Amélie, à bientôt. Merci beaucoup encore une fois à Marc Griffin pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 80e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amidelobel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amidelobel.com/Blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.